Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux de vous retrouver sur cette seconde vidéo sur l'hypertension artérielle. En partie 1, on avait vu la physiopathologie, la façon dont il faut s'y prendre pour mesurer la PA, la définition et l'épidémiologie de l'HTA. Aujourd'hui, on va s'attaquer à tous ces sous-items et notamment la confirmation du diagnostic qu'on avait un tout petit peu laissé de côté la fois dernière, mais aussi la recherche d'une cause secondaire, l'évaluation du risque cardiovasculaire global ou encore la recherche d'une atteinte des organes cibles. Alors évidemment, les sources qu'on va utiliser aujourd'hui en tant que référence sont à peu près les mêmes qu'en partie 1, et notamment la fiche LISA et les recos ESC 2024 sur l'HTA. On avait vu en partie 1 les cut-offs de valeurs pour parler de pression artérielle non élevée, de pression artérielle élevée et aussi d'hypertension artérielle. Il y a un point par contre dans les recos 2024 qui n'existe pas vraiment dans l'ISA, c'est le fait qu'il est préférable de confirmer les chiffres tensionnels élevés par une mesure ambulatoire de la pression artérielle. Imaginons donc que vous êtes amené à mesurer la pression artérielle d'un patient dans un contexte qui peut être finalement assez variable, sauf bien sûr une complication de l'HTA, on va y revenir tout de suite. Eh bien, assez souvent, cette mesure va se faire chez un patient qui est asymptomatique. Et eh bien, si la mesure de la PA met en évidence une hypertension artérielle, il faudra la confirmer par une mesure ambulatoire. Et cette investigation, eh bien, elle doit se faire d'autant plus rapidement que les chiffres tensionnels que vous avez mesurés en contexte clinique sont élevés. Et ça, finalement, c'est assez logique. Petit cas à part, l'existence d'une pression artérielle supérieure à 180 de systolique et ou 110 de diastolique, qui va poser un problème particulier, celui de l'existence d'une urgence hypertensive. Mais j'en parlerai pas beaucoup plus aujourd'hui, puisque ce sera l'objet d'une vidéo à part entière prochainement dans notre série de vidéos sur l'HTA. A l'inverse, si la pression artérielle est normale, alors il est raisonnable de se dire qu'on va recontrôler de façon systématique, à distance, avec une périodicité qui va dépendre de l'âge du patient. Plus le patient est âgé, plus il va être susceptible de développer une HTA et plus il va falloir réévaluer les chiffres tensionnels régulièrement. Reste la situation d'une pression artérielle élevée sans pour autant atteindre les critères d'HTA. On l'avait vu ça encore une fois la fois dernière. Et bien là, il va falloir raisonner en fonction du risque cardiovasculaire global du patient. Schématiquement, si votre patient est considéré comme un risque particulier, alors on aura envie d'intervenir en commençant par contrôler les chiffres de pression artérielle en ambulatoire. Si au contraire, c'est un patient qui n'a pas de surrisque particulier en dehors de sa pression artérielle élevée qui est isolée, alors il est raisonnable d'être un tout petit peu moins agressif. Donc ça, vous voyez, c'est la philosophie un petit peu globale de cette histoire de confirmation ambulatoire des chiffres de pression artérielle. Point particulier, évidemment, le concept général que je vous montre ici ne s'applique pas si vous êtes face à une complication de l'HTA. Clairement, le patient qui a 160 de systolique, quand vous le voyez alors qu'il est hospitalisé pour un OAP sur poussée hypertensive ou dans un contexte d'AVC, eh bien lui, évidemment, on ne va pas recontrôler les chiffres de pression artérielle au domicile, on va agir dès maintenant. Ok, donc on va attaquer le reste du programme du jour, et quand vous regardez ces différents sous-items, c'est assez difficile de les traiter tranquillement les uns à la suite des autres, puisque finalement tout est intriqué. Il faut connaître les principales causes d'HTA secondaire pour pouvoir discuter des signes d'orientation et de la démarche diagnostique en cas de suspicion d'HTA secondaire. Par ailleurs, l'évaluation initiale d'un patient hypertendu comprend forcément les examens de première intention, qui eux-mêmes sont en rapport avec la recherche de la cause secondaire, on en parlait, mais aussi l'évaluation du risque cardiovasculaire et des complications de l'HTA, notamment sur le retentissement des organes cibles. Donc finalement, toutes ces notions-là, elles sont liées les unes aux autres, c'est assez complexe. Et du coup, on va tous les traiter, mais pour vous en sortir, je vous propose qu'on commence par voir les causes, le bilan et le diagnostic en général d'HTA secondaire. Puis ensuite, on va voir ce qui est en rapport avec le dépistage des facteurs de risque cardiovasculaire associés et globalement l'évaluation du risque cardiovasculaire global. Ensuite, on verra l'atteinte des organes cibles. Et je vous propose qu'une fois qu'on aura tout vu, on réintègre tout dans une slide commune sur le bilan initial d'un patient hypertendu. On fera un truc un petit peu de ce type-là, avec les différentes catégories, et puis les antécédents, les signes fonctionnels, les signes cliniques, et on essaiera de faire un tableau qui fait que quand vous voyez quand vous voyez un patient pour un bilan initial d'HTA, eh bien que vous ayez tout sur une seule et même slide. On a vu en partie 1 que l'HTA est dite essentielle dans environ 90% des cas, ce qui signifie qu'il existe une cause secondaire dans un nombre non négligeable de situations. Je vous propose donc qu'on reprenne le schéma qui nous avait permis de réfléchir sur la physiopathe en partie 1, et on va regarder là-dedans les causes d'HTA secondaire.
Alors, parmi les causes d'HTA secondaire, il y a tout d'abord les toxiques et au premier plan l'alcool, plus rarement, heureusement, aussi la cocaïne et d'autres drogues, mais aussi la iatrogénie, car un certain nombre de médicaments sont possiblement pourvoyeurs d'HTA, comme par exemple les anti-VEGF, les corticoïdes ou les anti-inflammatoires. Ensuite, on a les néphropathies en règle générale, mais aussi la sténose de l'artère rénale et les pathologies endocriniennes. Et dans les pathologies endocriniennes, je pense notamment aux situations d'hyperaldostéronisme primaire, de phéochromocytome ou encore le syndrome de Cushing. Autre grand classique enfin, le syndrome d'apnée du sommeil. Alors, on va revenir sur les moyens de chercher ces causes sur la clinique et les examens paracliniques dans quelques minutes. Alors c'est important évidemment de rechercher ces causes parce que si vous ne les traitez pas, forcément votre contrôle des chiffres tensionnels risque d'être bien plus difficile. Allez hop, on met ces causes secondaires dans notre shopping list des choses à rechercher dans le bilan d'un patient hypertendu en prévision de notre gros tableau récapitulatif final. Alors, ensuite, on va voir que l'HTA est susceptible de se compliquer d'une atteinte de certains organes, et ces atteintes que l'on va détailler dans quelques instants sont certes secondaires à l'HTA, mais vont aussi être aggravées par la présence de facteurs de risque cardiovasculaire concomitants. Donc, l'évaluation initiale d'un patient qui a une HTA comprend de facto l'évaluation de son risque cardiovasculaire global. Alors bien sûr, petite parenthèse, si un patient a déjà fait une complication comme un syndrome coronarien aigu, alors nous sommes d'entrée de jeu dans une situation dite de prévention secondaire, et ce patient est déjà évidemment à haut risque cardiovasculaire. Alors, regardons ce qu'il se passe en revanche chez les patients qui sont en prévention primaire, c'est-à-dire qui n'ont pas d'atteinte d'organes avérées comme ce que je viens de vous expliquer. Eh bien, chez ces patients, il va falloir chez eux évaluer le risque cardiovasculaire global. Alors pour cela, il existe des tables qui donnent une estimation du risque cardiovasculaire à 10 ans. Ici, c'est ce qu'on appelle le score 2 ou score de OP chez les patients de plus de 70 ans. Alors, il y a plusieurs tables qui existent, ça dépend de l'endroit où on habite, puisque en fonction de diverses choses, notamment les habitudes alimentaires, etc., le risque n'est pas le même dans toutes les régions du globe. Mais une fois que vous avez la bonne table, que vous pourrez d'ailleurs retrouver dans les recos ESC, eh bien, on peut commencer à estimer le risque. Alors, ici, par exemple, j'ai pris une patiente avec les caractéristiques décrites à droite de l'écran et on va chercher où on se situe. Alors, c'est une femme, donc déjà on élimine toute la partie droite de l'écran qui concerne les hommes. Elle a entre 55 et 59 ans, elle est tabagique. Ensuite, elle a un cholestérol non HDL qui est à 1,7 g par litre, donc entre 1,5 et 2 grammes, et une pression artérielle qui est à 130-80 mm de mercure. Ce qui signifie que cette patiente a un risque cardiovasculaire à 10 ans qui est estimé à 6%, encore une fois sous réserve bien sûr qu'elle n'a pas déjà fait un événement cardiovasculaire. Et ça va changer pas mal de choses dans la prise en charge du patient, puisque vous vous rappelez tout à l'heure quand on a dit qu'on était plus ou moins agressif pour la confirmation de l'HTA, et bien voilà, on y est. Par exemple, ici, le risque cardiovasculaire va rentrer en ligne de compte et va faire qu'on va être plus ou moins rigide pour aller confirmer cette HTA et potentiellement derrière, cette HTA, cette pression artérielle élevée et derrière, potentiellement, aller la traiter. Au final, donc, faire le diagnostic d'HTA, c'est rechercher aussi tous les facteurs de risque cardiovasculaire, et c'est d'ailleurs globalement vrai pour tous les facteurs de risque cardiovasculaire. En trouver un, c'est chercher les autres pour avoir une idée du risque cardiovasculaire global. Allez hop, le dépistage des facteurs de risque cardiovasculaire associés, je glisse cela aussi dans la shopping list de notre synthèse de la conduite à tenir devant la découverte d'une HTA chez un patient. On y reviendra bien sûr tout à l'heure. Dernier point, celui des organes cibles qu'il va falloir rechercher. Globalement, faire le diagnostic d'HTA, c'est se poser la question de savoir si elle n'a pas déjà fait des dégâts sur certains des organes cibles que je vous ai listés ici et que l'on va détailler dans les minutes qui viennent. Alors, quand je dis que l'HTA a fait des dégâts, c'est l'HTA et les facteurs de risque qui y sont associés, puisque pour certaines de ces atteintes d'organes cibles, ce n'est pas spécifique de l'HTA, on est d'accord. Alors c'est parti. Au niveau cérébral, l'HTA peut bien sûr donner des accidents aigus comme l'AVC ou une hémorragie intracérébrale, qu'elle soit intraparenchymateuse ou méningée, et dans ce dernier cas d'ailleurs, il existe souvent une malformation vasculaire associée. Mais l'HTA peut aussi, au long cours, faire une sorte de travail de fond qui va abîmer les petits vaisseaux et conduire à une démence vasculaire. Là encore, on abordera dans une vidéo dédiée la problématique propre des urgences hypertensives et notamment de l'urgence majeure qu'est l'encéphalopathie hypertensive,
Brièvement, ici, c'est une entité grave d'évolution rapide et qui associe céphalée, troubles de la conscience, vomissements, convulsions et rétinopathie hypertensive. On y reviendra encore une fois. Il peut exister un retentissement au niveau ophtalmologique. Alors, clairement, je ne me sens pas capable de vous montrer et de vous expliquer ici des images type fond d'œil. C'est vraiment pas quelque chose que je maîtrise. Aussi, je vous ai mis ce qu'on est censé retrouver en cas de rétinopathie hypertensive et je vous propose également le lien vers le Polycopie nationale du Collège des ophtalmologistes universitaires de France. Et je pense que les choses que vous y verrez seront beaucoup plus solides que si je commence à essayer de vous expliquer un œdème papillaire où là, ça ne va pas bien se passer. Donc je vous renvoie vers des sources de meilleure qualité. En revanche, pour le retentissement cardiologique de l'HTA, là, ok, je veux bien essayer. Schématiquement, l'HTA va être néfaste par deux biais. Le premier, c'est d'être responsable d'une élévation de la post-charge, et je vous renvoie vers la vidéo explicative que j'ai sortie sur pré-charge et post-charge en août 2024. Cette élévation de la post-charge va inéluctablement induire une hypertrophie ventriculaire gauche, donc un VG qui va devoir s'épaissir pour lutter, et à force, cette élévation de pression dans les cavités cardiaques va finir par dilater aussi en amont du ventricule gauche l'oreillette gauche, ce qui va la faire dysfonctionner, puisque une oreillette gauche qui est dilatée, c'est une oreillette qui va tendre à passer en fibrillation atriale. L'autre facette délétère de l'HTA, c'est bien sûr que c'est un facteur de risque cardiovasculaire, donc que cela va contribuer à de l'athérome, et notamment de l'athérome au niveau coronaire, avec le risque d'avoir des sténoses coronaires significatives et potentiellement la survenue d'un événement aigu, le syndrome coronarien aigu. Et ce qui va se passer, eh bien, la fibrillation atriale d'un côté, la survenue d'une coronaropathie de l'autre. Alors, a fortiori, si ça s'est compliqué d'un syndrome coronarien aigu, eh bien, tout cela, ça va faire le lit de l'insuffisance cardiaque. Et si vous connaissez un peu le sujet, vous savez qu'il n'y a pas une, mais des insuffisances cardiaques avec des phénotypes différents. Alors, le plus souvent, quand l'insuffisance cardiaque s'instaure au décours d'un syndrome coronarien aigu, c'est parce qu'il existe une séquelle qui est suffisamment, on va dire, significative pour diminuer la fonction cardiaque. On a donc le plus souvent, encore une fois, ce n'est pas une vérité générale, le plus souvent une insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection ventriculaire gauche altérée. Alors que si votre HTA va progressivement épaissir le VG, dilater l'OG, faire de l'AFA, etc., eh bien, plus souvent, ce sera de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection ventriculaire gauche préservée. Alors, si vous voulez plus de détails sur les mécanismes physiopathologiques qui sous-tendent cela, ces sujets de insuffisance cardiaque à FEVG préservée, altérée, c'est déjà quelque chose qui a été largement abordé dans les vidéos précédentes de la chaîne et vous les retrouverez facilement. Passons maintenant aux complications vasculaires. Alors celles-ci peuvent atteindre les gros vaisseaux, là encore par le biais de l'athérosclérose, qui va potentiellement donner des sténoses sur les gros troncs artériels des membres inférieurs et des signes d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Rappelez-vous qu'en partie 1, on avait également vu que l'HTA faisait partie d'une sorte de cercle vicieux, puisque l'HTA va abîmer la fonction endothéliale au niveau des petits vaisseaux, ce qui va induire un remodelage vasculaire, une fibrose, une inflammation, une vasoconstriction excessive et donc une élévation des résistances vasculaires périphériques qui, à son tour, va augmenter l'HTA. Sur le plan rénal, maintenant, l'HTA va induire des lésions vasculaires, glomérulaires et interstitielles, induire une néphroangiosclérose qui va se traduire par une diminution du capital néphronique qui, à terme, peut induire une insuffisance rénale chronique qui, elle-même, va pouvoir pérenniser l'HTA. On a effectivement vu antérieurement que les pathologies rénales en général sont susceptibles d'induire de l'HTA. L'autre mécanisme dont on a aussi un peu déjà parlé, c'est la sténose de l'artère rénale qui va diminuer la perfusion rénale et donc créer une activation neuro-hormonale pour essayer de la corriger, notamment via l'activation du système rénine-angiotensine-aldostérone et donc une HTA, là encore pour les raisons qu'on avait vues en partie 1. Ok, donc les complications de l'hypertension artérielle, c'est ce qu'on appelle l'atteinte des organes cibles, et c'est quelque chose qu'il faudra évidemment aussi rechercher dans la prise en charge initiale d'un patient que l'on découvre être hypertendu. J'ajoute donc cela aux choses qu'il faudra qu'on mette dans notre grand tableau récapitulatif final. Dernier point, avant d'attaquer notre slide final, c'est qu'il faut toujours avoir en tête que le risque de ces complications de ces atteintes d'organes cibles est d'autant plus important que les valeurs de pression artérielle sont élevées
et qu'il existe des facteurs de risque cardiovasculaire associés et donc un risque cardiovasculaire global élevé. Ça, c'est une chose, mais aussi s'il existe déjà une autre atteinte d'organe cible. C'est assez logique. Donc, vous voyez à quel point tout ça est lié. Ces atteintes d'organes cibles sont importantes et elles sont d'autant plus susceptibles de survenir que, eh bien, il y a des facteurs de risque, il y a d'autres atteintes d'organes cibles. Très bien, il est temps maintenant qu'on a vu tout ce qu'il fallait rechercher chez un patient que l'on découvre hypertendu, qu'on range tout cela de façon logique et ordonnée. Je vous présente donc la trame du tableau qu'on va utiliser et qu'on va donc remplir petit à petit avec tout ce qu'on a vu au fur et à mesure et qu'on a mis de côté en haut à droite tout au long de la vidéo. Alors, on y va, on commence par l'interrogatoire du patient concernant l'HTA en elle-même. Donc évidemment, son ancienneté, son intensité, ce qui a déjà été fait par le passé pour essayer de la traiter si elle était déjà connue. Quelles sont les habitudes alimentaires, notamment en ce qui concerne la prise de sel, et la recherche d'hypotension orthostatique. Donc ça, on l'avait déjà vu un petit peu en partie 1. Donc c'est des choses qui concernent l'interrogatoire, l'HTA en elle-même, ses caractéristiques. Ensuite, à l'interrogatoire, vous allez aussi rechercher des arguments pour une HTA secondaire. Le fait que l'HTA survienne chez quelqu'un qui est jeune doit vraiment vous faire penser à une cause secondaire. C'est aussi le cas si votre HTA est associé à une atteinte d'organes qui paraît beaucoup trop sévère par rapport à ce qui est connu de l'HTA. Par exemple, une HTA qui serait là que depuis 1 an ou 2, mais avec un patient qui a déjà une hypertrophie importante, de la fibrillation atriale, c'est quand même un peu douteux. Vous chercherez également d'éventuels toxiques, et notamment vous quantifierez la consommation d'alcool. Faites l'inventaire des médicaments pour voir s'il n'y a pas des médicaments associés qui sont susceptibles de donner de l'HTA. Et on cherchera enfin des arguments pour une néphropathie ou une endocrinopathie sous-jacente, ainsi qu'un syndrome d'apnée du sommeil. On continue car on n'a pas terminé avec l'interrogatoire du patient. On va chercher les autres facteurs de risque cardiovasculaire et on va finir par calculer son risque cardiovasculaire global, évidemment. Et on va enfin rechercher des antécédents qui feraient évoquer qu'on a déjà eu une atteinte d'organe cible. Donc, je vous en ai listé une partie là, mais évidemment, là, si le patient il a déjà eu un AVC, de l'insuffisance cardiaque ou une revascularisation des membres inférieurs, clairement, c'est des choses qu'il est absolument fondamental de recueillir sur l'interrogatoire initial. Attaquons désormais les signes fonctionnels. C'est surtout des signes fonctionnels en rapport soit avec une cause éventuelle secondaire que l'on va rechercher, ou bien en rapport avec une atteinte d'organe cible. Donc dans le premier cas, classiquement, on a la triade de Ménard, donc céphalée, sueur, palpitation du phéochromocytome, ou la faiblesse musculaire généralisée, la tétanie, qu'on rencontre dans les hyperaldostéronismes primaires, où il existe un niveau d'hypokaliémie généralement assez prononcé. Bien sûr, la somnolence diurne et les ronflements du syndrome d'apnée du sommeil. Et puis, dans le bas de la slide, pour l'atteinte des organes cibles, alors je ne vais pas tout détailler à l'oral ce qui est écrit ici, mais globalement, si vous avez une atteinte cardiologique, eh bien, on pourra avoir assez facilement, comme on l'a vu il y a quelques minutes, une dyspnée, des douleurs thoraciques ou des palpitations. On en a parlé quand on parlait de la fibrillation atriale ou de la coronaropathie qui complique l'HTA sur le plan cardiologique. Eh bien voilà, le reste, les autres atteintes d'organes cibles suivent une même logique. Il va falloir de rechercher des signes fonctionnels en rapport avec ces atteintes d'organes cibles. Cliniquement maintenant, si je m'intéresse aux causes d'HTA secondaire, je vais chercher des gros reins, puisqu'il est possible de retrouver, en cas de polykystose, une augmentation du volume rénal, un souffle abdominal, et aussi des signes cliniques qui vont pouvoir faire évoquer les grands tableaux d'endocrinopathie. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail précis de la clinique de ces syndromes, vous trouverez ça très bien fait ailleurs, mais voilà, je les collige ici dans un but d'exhaustivité. On va également rechercher une abolition des poux fémoraux en faveur d'une coarctation de l'aorte, ce qui peut se retrouver alors soit chez les enfants, c'est vrai, soit chez les adultes jeunes parfois. Bien sûr, quand on s'intéresse aux facteurs de risque cardiovasculaire, le poids et le morphotype en général, évidemment. Et ensuite, pour ce qui est des atteintes d'organes cibles, on va rechercher finalement sur chacun des systèmes, là encore, des anomalies, notamment en ce qui concerne le système cardiovasculaire ou bien l'examen neurologique. Sur les examens complémentaires, enfin, je vous ai mis un code couleur. En noir, vous avez les examens de première intention que vous avez décrits dans l'ISA et bien sûr dans les recos. Alors, on retrouve dedans l'étude de la fonction rénale avec la clairance de la créatinurémie et le rapport protéinurie sur créatinurie, ce qui est assez logique
si vous avez suivi le déroulé de l'exposé. On a ensuite l'ionogramme sanguin et notamment la kaliémie, puisque une hypokaliémie orienterait vers un aldostéronisme primaire. La glycémie à jeun et l'exploration d'une anomalie lipidique pour la recherche de facteurs de risque cardiovasculaire associés. Et puis bien sûr l'ECG qui va permettre de mettre en évidence relativement facilement. Alors soit on peut avoir dessus des signes d'hypertrophie ventriculaire gauche, mais imaginez qu'on peut très facilement avoir de la fibrillation atriale ou encore une séquelle d'un syndrome coronarien aigu qui serait passé inaperçu. Donc tous ces examens sont évidemment très importants. En rouge, je vous ai mis les examens qui sont eux aussi indiqués dans le bilan d'un patient hypertendu, le bilan initial, mais pour les recos 2024. Donc vous voyez que c'est des choses qui sont assez simples, qui ne sont pas complètement illogiques, mais qui ne sont pas transposées dans l'ISA. Donc voilà, il y a un petit delta entre l'ISA et les recos sur ces 3 lignes rouges. Faites attention. Et puis en bleu, les examens que l'on ne fait pas systématiquement chez tout le monde, mais que l'on va faire en fonction des points d'appel cliniques. Alors, par exemple, je ne les détaille pas tous, hein, mais évidemment, un patient qui a une abolition des poux ou des douleurs à la marche, on va facilement compléter avec des examens qui vont permettre de faire le bilan de ce qui semble être une artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Même principe pour l'électro, évidemment, Même principe pour l'échocardiographie, par exemple, qui va être rapidement dégainée si on a des anomalies à l'électrocardiogramme de surface. Donc encore une fois, je ne détaille pas tous ces examens complémentaires. Le but ici est plutôt de les colliger que de faire un listing qui durerait des heures et des heures. Hop là. Donc, je vous ai remis, on a vu un petit peu tous les morceaux du puzzle sur ce bilan initial, cette évaluation initiale du patient atteint d'hypertension artérielle. Donc, on a vu sur le plan interrogatoire, terrain, antécédent, les signes fonctionnels, les signes cliniques et les examens complémentaires, les différentes choses à rechercher, notamment en ce qui concerne l'HTA secondaire, les facteurs de risque cardiovasculaire et les atteintes d'organes cibles. Alors, une fois n'est pas coutume, pour que ce soit un petit peu plus facile pour vous de pouvoir bouquiner ça tranquillement au calme, je vous mets le QR code qui vous permet de télécharger directement le PDF de cette dernière slide. Je vous laisse là, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.